Très bien, on va pouvoir commencer donc deuxième session de cette matinée avec Beyond Trust. Mathieu Jouzel va nous présenter retour sur les attaques lapsus, les bonnes pratiques pour s'en protéger. C'est à vous. Merci. Et bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Donc aujourd'hui, avec Beyond Trust et les laboratoires de recherche Beyond Trust, on a choisi de faire un peu une présentation différente avec une analyse justement d'un groupe de hackers, le groupe Lapsus, avec comme agenda, qui est le groupe Lapsus, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi on en entend autant entendu parler en début d'année, quelles techniques ils ont utilisées et qu'est-ce qui les a différenciés justement, avec notamment un focus sur les attaques de l'intérieur qui ont fait beaucoup de dégâts, on va voir dans la présentation. Je finirai justement avec le PAM, la gestion des privilèges et Beyond Trust, comment on peut intervenir et comment on peut aider les entreprises à se protéger de ce type d'attaque, avec une démonstration à la fin justement technique pour voir concrètement qu'est-ce que ça peut donner. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Lapsus, c'est un groupe de cybercriminels portugais et anglophones qui se sont attaqués à des entreprises publiques, privées dans le monde entier. Ça a commencé par l'Amérique du Sud en fin 2021 pour après se globaliser sur le premier trimestre dans le monde entier. Et leur particularité, c'est qu'ils faisaient de la cyberextorsion, donc vraiment de la demande de rançon contre des données. La particularité, c'est que les données n'étaient pas chiffrées, il n'y avait pas d'atteinte à la disponibilité de données. Les données étaient toujours disponibles côté client. Par contre, c'était vraiment de la rançon contre de la publication. Donc des données privées, des données sensibles, contre lesquelles ils demandaient une rançon pour ne pas les publier. Ça s'est fait sur l'exploitation de différentes failles, des failles humaines, des failles techniques, des failles fonctionnelles qu'on verra juste après. Et voilà, pour un ordre d'idée, un des leaders du groupe qui, on va le voir, a été arrêté, aurait amassé plus de 14 millions de dollars en crypto-monnaie, donc ça varie, grâce à ces différentes cyberactivités, dont Lapsus. Donc une overview un peu de la timeline des activités du groupe qui a commencé en 2021 avec un gros coup fin 2021 avec le ministère de la Santé du Brésil, avec plus de 50 téras de données qui ont été justement exportées. Donc le ministère du Brésil n'a pas payé la rançon comme tous ceux que vous pouvez voir là. Donc les données ont été publiées. La liste de toutes les personnes vaccinées dans le pays, donc tout ce qu'on peut savoir sur la publication de données personnelles qui va avec, et donc tout un tas d'autres informations. Mais voilà, les informations les plus sensibles avec le contexte actuel, ça a été vraiment ces données de vaccination. Ça a continué avec l'opérateur télécom Vodafone, avec des interruptions de télécom, de services téléphoniques 4G réseau début février. Et pareil, plus du code source propriétaire qui a été publié parce que non paiement de rançon. Je ne vais pas tous les faire dans le détail, mais on a eu Nvidia, Samsung, Microsoft, pareil, de la publication de code source, avec pour Nvidia en plus de la publication et de l'export des certificats de signature. C'est-à-dire que les hackers ont pu, tant que les certificats n'ont pas été révoqués et bannis par Microsoft, signer des malwares, signer des applications avec des certificats validés par Nvidia. Après, avec tous les dégâts que ça peut engendrer, forcément avec la publication de malware signé par Nvidia de façon officielle. Ça c'est pas terminé, mais la dernière grosse attaque en date, au 23 mars, a été Okta, avec tout le bruit que ça a pu faire, avec la publication, non pas Okta, mais la publication de données clients directement, donc une partie des clients Okta. Une partie, je vais dire, assez fine, c'était moins de 2% des clients Okta, mais Okta qui est quand même un éditeur très connu, pas mal de clients, avec un accès direct aux données confidentielles et personnelles des clients Okta, la liste des utilisateurs, des noms, prénoms, etc., des différentes portails Okta. Et il y a eu des arrestations, cette membre présumée, je n'irai pas dire que tout le groupe Lapsus a été arrêté, ce qui est très compliqué dans les groupes de hackers. Au 25 mars 2022, donc 7 personnes au Royaume-Uni ont été arrêtées avec la saisie de crypto-monnaies, la saisie de crypto-actifs, etc. Depuis, on entend beaucoup moins parler, mais on n'est pas à l'abri qu'ils ressurgissent sous un autre nom ou dans d'autres groupes de hackers. Alors pourquoi ils ont fait ça ? La première raison supposée en 2021, c'était l'activisme, parce que justement, ils s'attaquaient beaucoup à des organismes publics en Amérique du Sud, à des organismes très visibles. Donc il y avait des gros soupçons qui faisaient ça pour des raisons simplement politiques ou de contestation.
Ça a été finalement démenti sur le channel Telegram du groupe, on en reparlera, directement suite au hack Nvidia, où ils ont spécifié qu'ils ne faisaient absolument pas ça pour des raisons politiques. C'était vraiment pour les deux autres raisons. Donc, la deuxième raison, hein, et pourquoi le groupe communique autant sur ce qu'ils ont fait, que ce soit sur Telegram, sur Reddit, etc., c'est la reconnaissance. Hein. On a pu voir, suite aux arrestations, c'était des jeunes de 17 à 22, 24 ans. Donc voilà, c'est le besoin de reconnaissance, de gloire qu'on peut voir régulièrement dans les jeunes groupes de hackers. Hein. Vraiment ce désir d'avoir de la visibilité. Et le premier, hein, comme habituellement, le profit. J'ai parlé de 14 millions pour une seule personne. On a des rançons qui sont élevées jusqu'à 1 million, notamment pour Nvidia. La rançon demandée pour ne pas publier les certificats, les données confidentielles Nvidia, c'était 1 million, l'équivalent d'1 million d'euros en crypto-monnaie. Donc forcément, comme régulièrement, le motif principal, c'était le profit. Mais techniquement, comment ils ont fait justement pour attaquer autant de groupes, comment ils ont fait pour avoir autant de visibilité en si peu de temps? Ils avaient 3 principales méthodes d'attaque. Hein. La première, c'était via la collecte d'informations, via 3 méthodes principales. La première, des campagnes d'emailing de malware, hein, notamment des malwares de récupération d'informations, informations d'authentification, tokens de session, etc., présents sur les posts. Un exemple utilisé fréquemment, c'est le malware Redline, qui justement, une fois sur le post, va ne pas compromettre le post en termes de données, mais récupérer tous les identifiants qui peuvent être présents sur le post, dans des fichiers, dans des magasins d'informations d'authentification, des password managers présents sur le poste, etc. Donc tout ça va être exporté vers un centre de commande et après derrière utilisé par les attaquants. Ils sont passés par des rachats identifiants sur les plateformes de marché noir sur Internet, pour récupérer des lots d'authentification, login, mot de passe. Et pareil, avec de la recherche d'informations directement dans la repository, avec des mots de passe non chiffrés, non sécurisés, qu'on retrouve souvent sur des repositories de dev, parfois publics malheureusement. Tout ça pour se connecter derrière à distance, que ce soit à des sessions, que ce soit à des VPN, parce que on verra après, la première protection, c'est aussi d'avoir de l'identification forte. Et si ce n'est pas le cas, on peut vite utiliser des comptes pour se connecter. La deuxième, assez classique, les vulnérabilités non patchées, que ce soit sur des serveurs, des équipements réseau, des applications, tout ce qui peut être exposé sur Internet, ça a été utilisé par des mécanismes plus ou moins avancés, l'automatisation de découverte de vulnérabilités et d'exploitation de ces vulnérabilités. Les principales qui ont été exploitées par le groupe Lapsus, ça a été sur du Exchange. Certaines marques de firewall que je ne citerai pas aujourd'hui, pareil, certaines infrastructures cloud, non patchées, des VM présentes sur le cloud, exposées publiquement, encore une fois, non patchées. Ça peut vite être découvert et ça peut vite être attaqué. Mais la principale différence du groupe, ça s'est fait par ce qu'on appelle les attaques de l'intérieur. Et la particularité du groupe Lapsus, ça a été de proposer des primes et de faire du recrutement d'agents internes, d'espions ou des taupes. Et donc voilà, ils publiaient sur leur channel Telegram, sur Reddit, des offres, des primes allant jusqu'à 20 000 $ contre quelqu'un pour leur vendre leurs informations d'authentification. Donc typiquement, vous donnez votre login mot de passe et potentiellement vous autorisez les hackers à faire du SIM swapping, c'est-à-dire vous leur autorisez à avoir que les messages de votre téléphone soient redirigés vers une autre carte SIM temporairement pour qu'ils reçoivent le code MFA, par exemple pour se connecter à un VPN, pour qu'ils se connectent à un serveur. Et derrière, ils vous payent et ils ont pu justement accéder à pas mal d'informations comme ça. Petit extrait des différents messages, que ce soit en fin d'année dernière ou début d'année, avec justement des propositions d'achat de comptes, de recherche de comptes, de VPN, d'accès distant, etc. sur des compagnies télécoms à gauche et différentes, pareil à droite, jusqu'à 20 000 $ pour pouvoir facilement accéder à des informations. Et c'est là où ça fait plus de dégâts, parce que là, c'est pas une attaque, c'est vraiment des informations d'authentification pérennes qui peuvent être accédées, qui vont, on va le voir après, derrière, faire des mouvements latéraux, etc. Et ça a été confirmé suite aux analyses des différentes attaques, si on se calque un petit peu sur les insider threats TTP, donc les tactiques, techniques et procédures. Donc le MITRE ATT&CK, qui est un organisme qui justement collecte un peu les différentes méthodologies d'attaque, que ce soit pour les accès, la propagation, comment les menaces ont pu se propager directement sur un réseau.
Et si j'ai pris 4 catégories, hein, notamment sur les accès, la propagation et les mouvements latéraux. Ces menaces internes, qu'est-ce qu'elles vont utiliser pour les accès initiales? C'est principalement des comptes valides. C'est là où c'est très compliqué de les bloquer, parce que ce n'est pas forcément des comptes qui ont fuité sur Internet. Ça peut être juste un compte qui a été compromis de façon malveillante, ou quelqu'un, comme je l'ai évoqué, qui a vendu ses authentifiants. Et derrière, ce compte va être utilisé pour accéder à des infrastructures, accéder à des équipements, pour ensuite faire une escalation de privilèges. Donc quelqu'un qui a un accès standard va essayer de passer route sur un serveur Linux, va essayer de passer administrateur sur une application, sur un serveur Windows. Peut-être qu'il en a le droit, peut-être pas, parce qu'il va essayer d'utiliser des mécanismes entre guillemets qui sont un petit peu des failles applicatives. Mais l'idée, c'est d'avoir justement un compte à privilège qui va permettre derrière d'avoir plus de comptes, donc accéder à des stores de mots de passe, accéder à des password managers. L'idée derrière, c'est de compromettre le maximum de serveurs, aller récupérer les informations sur un maximum de cibles, avec des mouvements latéraux, avec les comptes qui ont été récupérés sur du serveur Windows, sur du VDI, sur des serveurs SSH. Donc tout ça, ça a été vraiment utilisé par les attaquants Lapsus. C'est ce qui fait qu'ils ont eu accès à beaucoup d'informations et derrière qu'ils ont eu l'impact qu'ils ont pu avoir. Donc, comment faire pour se protéger un peu de ces différentes menaces, ces menaces de l'intérieur? La première, c'est forcément la résilience. C'est une recommandation assez globale contre tout type d'attaque, avoir une stratégie de gestion de sauvegarde reprise après sinistre, parce que même s'ils n'ont pas touché à la disponibilité, vous ne savez jamais si ils n'ont pas laissé des traces, laissé des informations de connexion ou créé des comptes supplémentaires sur les serveurs. Donc faire de la restauration d'infrastructures, de serveurs, etc. avant incident. Donc toujours, une fois que l'incident est arrivé, c'est trop tard pour planifier cette stratégie. La deuxième phase, c'est la protection continue. La première recommandation, qui est une recommandation classique, c'est que toutes les communications doivent être sécurisées. On croise encore beaucoup de clients qui considèrent que le back-end, les communications peuvent ne pas être chiffrées. On reste sur du HTTP, on reste sur des communications non chiffrées parce que c'est de l'interne. À partir du moment où un serveur est compromis, les communications internes ne sont plus viables. Toutes les communications doivent être chiffrées. L'application du moindre privilège, je parlais d'escalation de privilèges tout à l'heure. Un utilisateur ne doit pas avoir plus de privilèges, que ce soit en termes de périmètre ou en termes de droits sur une machine, qu'il n'est censé avoir besoin. Ça passe par des solutions d'application du moindre privilège et de la restriction applicative. Une personne ne doit pas pouvoir lancer toutes les applications qu'il souhaite parce que justement, c'est pas son rôle. De l'accès aux ressources par session ou par durée temporaire, ce qu'on appelle le just-in-time. Une personne sur des assets critiques ne doit pas pouvoir y accéder en permanence si sa fonction nécessite par exemple d'y accéder une fois par mois, une fois par semaine ou pour une opération. Son accès doit être limité uniquement à la durée de l'opération. Les attaques Lapsus, elles ont eu lieu la nuit, elles ont eu lieu sur des horaires hors horaire ouvré, donc les gens ne sont pas censés avoir accès aux équipements. Donc l'accès aux ressources doit vraiment être géré de façon minimale. Et encore une fois, le critère classique, l'authentification multifacteur, on le répète, mais l'authentification SMS n'est pas forcément un vrai multifacteur parce que justement on a des attaques comme ça qui peuvent faire du SIM swapping. Donc avoir du vrai multifacteur obligatoire pour tout le monde, les administrateurs internes, les administrateurs externes, et peu importe où ils se trouvent. On a beaucoup de clients, pareil, à partir du moment où ils sont dans les bureaux, où ils sont sur des réseaux internes ou en VPN, l'authentification multifacteur n'est pas obligatoire. La recommandation Beyond Trust, l'ANSI et beaucoup d'organismes, c'est d'avoir le multifacteur en permanence. Ensuite, la détection and response, c'est un classique, avoir de la supervision de tous les accès sur les solutions de sécurité dédiées ou centralisées comme du SIEM, avec derrière de l'audit régulier et de la gestion de vulnérabilité associée à du patch management. Voilà, ça c'est des recommandations assez, génériques. Et derrière, le Privilege Access Management, donc ce que fait Beyond Trust. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers, le Privilege Access Management ou le PAM, c'est vraiment la gestion des accès à privilèges, la gestion des comptes à privilèges, peu importe où ils se trouvent, que ce soit sur les postes, sur les serveurs, sur les applications. Comment gérer ces comptes, comment donner ces comptes à des personnes, justement, le minimum de temps possible. Chez Beyond Trust, la gestion des comptes à privilèges, on va les gérer pour les utilisateurs, pour les sessions, pour les équipements, pour les applications, avec différents types de solutions. Pour les gens, le PAM, encore aujourd'hui, c'est associé aux gestions de sessions, mais c'est plus que ça. Ça va être déjà tout ce qui est gestion de comptes à privilèges, notamment
les solutions de coffre-fort ou les comptes humains, les comptes applicatifs, on va faire de la rotation de mots de passe régulière. On va leur donner ces comptes temporairement à des humains, à des applications pour qu'ils les utilisent, mais en tout cas de les protéger et avoir la visibilité, la cartographie sur tous les comptes à privilèges. La deuxième, c'est directement sur les postes, des utilisateurs, des administrateurs, des développeurs, et même sur les serveurs, avoir uniquement les privilèges dont on a besoin. Ce qu'on appelle le moindre privilège. Un développeur a souvent besoin de droits d'administrateur parce que la solution Microsoft fait qu'on est soit utilisateur standard, soit administrateur. Comment du coup donner à un développeur uniquement les droits de lancer son Visual Studio, son Eclipse, etc. en admin, sans pour autant aller désactiver un firewall, désactiver un antivirus. Donc c'est vraiment l'application du moindre privilège directement sur les machines des utilisateurs. La gestion des privilèges sur les sessions, donc comment on va donner l'accès à un prestataire, que ce soit pour des usages réguliers, pour des usages ponctuels, aux infrastructures critiques, aux infrastructures internes. Et enfin, de plus en plus, la vision sur le cloud, comment on va aller pouvoir justement auditer les différents comptes sur du AWS, sur du Azure, etc. Comment on va déjà avoir la cartographie des comptes à privilèges, parce qu'on se retrouve bien souvent avec des gens qui ont des droits, beaucoup de droits, mais qui ne sont jamais utilisés. Donc comment voir qui a ces droits. Donc pour la démo, aujourd'hui, je vais faire un petit focus sur cette justement gestion de session et comment on va pouvoir donner aux employés, aux prestataires, aux fournisseurs facilement l'accès à des ressources internes critiques potentiellement, de façon sécurisée, de façon rapide potentiellement si on a besoin, si on a un incident, si on a besoin de donner un accès au serveur interne à des prestataires. Alors pour ça, hop. Alors pour ça, je me connecte à notre plateforme de console à distance. Donc, que j'évoquais, la première étape déjà, c'est d'avoir du multifacteur, que ce soit de la solution auquel on veut se connecter ou une solution externe. Donc on va... Oula, alors, un petit problème. Si c'est unavailable, on va se connecter à autre chose. Donc là, vous voyez que je me suis connecté à une autre instance par du Okta cette fois-ci. Donc l'idée déjà, c'est de donner à un prestataire, à un employé interne, l'accès à différents groupes de machines. Donc déjà, un employé doit avoir accès uniquement, ou un prestataire uniquement au serveur auquel il est censé pouvoir accéder via différents workflows. Alors ici, je n'ai pas en place, mais ça peut être aussi soumis à validation de population interne. Et derrière, la personne va pouvoir se connecter à un équipement. Simplement ici via une page web, les prestataires, les fournisseurs qui se connectent une fois par semaine, une fois par mois à un équipement, on n'a pas forcément envie de leur donner un accès VPN complet. Donc la première étape, c'est sécuriser l'accès distant. La deuxième étape, c'est ce que j'évoquais, la partie gestion des mouvements latéraux. Une personne ne doit pas pouvoir connaître les informations d'authentification pour se connecter directement au serveur, ce qui va nous protéger contre tout mouvement latéral. Si une personne ne connaît pas les comptes de connexion, elle ne va pas pouvoir rebondir vers d'autres serveurs. Donc c'est la mise à disposition de coffre-fort de mots de passe. Ici, la personne, mon compte a accès à 3 différents serveurs pour se connecter à cet équipement. Je vais prendre le premier. Je ne connais pas le mot de passe de cet équipement, mais ça va me connecter directement en prise en main à distance à ce serveur Windows. Je vais pouvoir faire mon travail. Ça peut être pour une action ponctuelle, ça peut être pour un travail régulier. J'ai besoin de rien d'autre comme outil à part mon navigateur. Je suis toujours dans mon Google Chrome. Et à partir de là, je vais pouvoir travailler soit seul ou à plusieurs. On va aussi avoir une notion de collaboration directement sur la plateforme. L'idée, c'est que toutes ces sessions soient tracées, soit directement au format texte ou vidéo sur la solution, soit envoyées vers un SIEM pour avoir de l'alerting en direct ou en différé directement à des différentes solutions pour justement voir qui s'est connecté à quel équipement. Donc le temps file, hop, je vais repasser sa présentation.
Donc c'est une démonstration très rapide, hein, vu le temps imparti. Je serais ravi de vous faire une présentation plus en détail sur notre stand. Mais l'idée, c'est de vous montrer qu'on peut très rapidement, uniquement avec une solution cloud ou présente sur vos infrastructures, mettre à disposition des accès distants sans VPN, directement via uniquement un navigateur et avec de l'accès d'authentification sur vos solutions, Active Directory, Azure AD, Okta, etc. On peut se greffer sur pas mal de solutions pour aller donner facilement l'accès à des systèmes plus ou moins critiques. Et j'étais obligé, vu que c'est un peu le mot d'ordre cette année, le Zero Trust, comment on peut s'intégrer aussi et comment on peut se protéger des différentes attaques en s'intégrant avec le modèle Zero Trust. La principale intégration du PAM avec le Zero Trust, c'est le moindre privilège, hein, que ce soit pour les sessions, que ce soit pour le périmètre, que ce soit sur les postes. L'application du moindre privilège, donc une personne ne doit pas avoir plus de droits dont elle a besoin au quotidien. Je l'ai évoqué, on va avoir différentes fonctionnalités du PAM qui vont permettre ce Zero Trust, hein, les postes de travail, les sessions, les équipements, les utilisateurs. Et enfin, avec le PAM et le Zero Trust et principalement le Just-in-Time, à donner l'accès uniquement à une personne sur les horaires dont elle a besoin, on va pouvoir se protéger des menaces, même des menaces intérieures, avec notamment la notion de coffre-fort aussi, des attaques intérieures qui ont été utilisées par le groupe Lapsus. J'en ai fini pour aujourd'hui. Le temps était assez court. Merci à tous pour être présents. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le stand C4 de Beyond Trust. Et si vous avez des questions, je suis à votre écoute tout de suite. Alors, effectivement, si vous avez quelques questions, on peut passer quelques minutes à prendre les questions. Et je passe dans les rangs. Il suffit de lever la main. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Moussa Diallo, Okta. Je bosse sur la partie incident, réponse à incident. Et je voulais juste corriger quelque chose qui a été dit au départ. Ce n'est pas 2% des clients Okta qui ont été impactés, notamment sur l'accès de données personnelles, mais 2 clients pendant un temps limité de 25 minutes. Qui a permis notamment aux personnes de Lapsus de prendre des screenshots. Voilà. Donc je pensais que c'était important les chiffres dans la présentation. De préciser. Merci. 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 Y a-t-il des questions parmi le public, des personnes qui voudraient intervenir? Oui. Bonjour, j'avais une question par rapport à ce que vous avez montré tout à l'heure sur l'accès administrateur sans mot de passe pour un prestataire. Donc, je n'ai pas hyper bien compris ce point-là. Est-ce que à partir du moment où le prestataire a un accès sur Okta, ou etc., il peut se connecter directement, ou est-ce que c'est via, je sais pas, votre plateforme ou quelque chose de spécifique qui permet en fait de lui donner un accès sans mot de passe? Parce que c'est vrai que sinon, on pourrait se dire n'importe qui peut se connecter s'il a un accès qui lui permet d'aller directement sur le... Voilà, c'était juste par rapport à ça. Tout à fait. Donc, pour se connecter à la plateforme, dans tous les cas, il va falloir un moyen d'authentification. Alors, ça peut être du passwordless, ça peut être du Okta, ça peut être n'importe quel mécanisme d'authentification sur lequel nous, on va se raccorder. Mais la personne va devoir s'authentifier, en effet, sur la solution Beyond Trust, derrière, pour avoir un certain nombre d'accès. Là où c'est du sans mot de passe, entre guillemets, c'est qu'une fois authentification à la solution Beyond Trust, elle va avoir accès à un certain nombre d'équipements, d'applications dont elle ne connaît pas le mot de passe, en fait. Et là, on va lui mettre à disposition un ensemble de mots de passe dans un coffre-fort à utiliser en connaissant le mot de passe ou non, ce qui va éviter tout ce qui est mouvements latéraux. Hein. La personne va connaître un compte, elle va pouvoir utiliser un compte pour se connecter à un équipement sans en connaître le mot de passe, mais il y a bien un mot de passe ou un compte qui doit être utilisé au moins une fois pour se connecter à du Okta ou se connecter à la solution directement. Mais c'est un mot de passe personnel qui n'a aucun droit sur les serveurs distants, aucun droit sur les applications distantes. C'est vraiment pour se connecter à la solution. Si on a de la résiliation de droits, si on coupe le compte dans l'Active Directory, on n'a pas d'impact sur les serveurs, c'est juste sur la solution où la personne n'aura plus accès, quoi. On a encore quelques minutes si vous avez d'autres questions. Non, pas d'autres questions. Donc, vous pouvez peut-être nous rappeler une dernière fois le numéro de votre stand. Le stand C4. Allez, voilà. Et n'hésitez pas à passer, que ce soit pour des détails sur cette solution ou le portfolio Beyond Trust. Merci pour votre intervention. Merci à tous, bonne journée.